Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur d'un sujet essentiel pour tout sapeur-pompier en formation, les généralités sur les troubles et les détresses neurologiques. Oui, bonjour. Notre guide, c'est le référentiel de formation SUAP, le secours et soins d'urgence aux personnes. Notre mission, si on peut dire, c'est de renforcer ensemble ces bases théoriques et les réflexes qui sont cruciaux sur le terrain. Tout à fait. Et c'est vraiment, vraiment crucial. On parle quand même de la 3e cause de mortalité en France. Et puis les séquelles, elles sont souvent lourdes, invalidantes même. C'est ça. Donc, bien comprendre ces mécanismes, c'est la première étape pour agir efficacement. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on entend exactement par détresse neurologique ? Alors, simplement dit, c'est une atteinte du système nerveux. Ça peut toucher soit le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière, soit les nerfs périphériques. D'accord, le système nerveux central ou périphérique. Et les causes alors ? On pense souvent aux accidents, aux chocs, ce genre de choses. Oui, alors effectivement, il y a les causes traumatiques, un choc au crâne, une lésion de la colonne, bon. Mais celles-là, on les aborde en détail dans la partie traumato du SSUAP. D'accord. Là, on va plutôt se concentrer sur les causes non traumatiques. Et là, attention, c'est extrêmement varié et très fréquent en intervention. Ah oui. Comme quoi par exemple ? Ça peut être métabolique. L'exemple typique, c'est l'hypoglycémie chez une personne diabétique. Ça peut être vasculaire, bien sûr, l'accident vasculaire cérébral, le fameux AVC, L'AVC, oui. ou infectieux. On pense aux méningites, par exemple. Mais pas seulement. Il faut aussi penser à l'épilepsie ou encore aux intoxications. Les intoxications. Oui, le monoxyde de carbone, le CO, en hiver, c'est classique. Ou certains médicaments, des surdosages. Et puis, il y a des causes qu'on appelle réflexes. Réflexe. Oui, comme les syncopes vagales, ces pertes de connaissance brèves liées à une réaction nerveuse un peu excessive. Ou encore l'hypotension orthostatique, vous savez, la chute de tension quand on se lève trop vite. Ah oui, je vois. Donc cette diversité, elle montre bien qu'il ne faut jamais avoir d'idées préconçues face à un malaise. C'est clair. Et face à un tableau aussi varié, comment on fait concrètement sur le terrain pour repérer qu'il y a potentiellement une atteinte neurologique ? Quels sont les signaux d'alerte ? Alors là, la clé, vraiment, c'est l'évaluation méthodique, systématique. On va rechercher activement certains signes généraux. Lesquels, par exemple ? Eh bien, une altération de la conscience, même si elle est légère, des troubles du comportement qui sortent de l'ordinaire, des difficultés à parler ou même à comprendre ce qu'on dit. Mhm. On va aussi être attentif aux mouvements anormaux, comme des convulsions bien sûr, regarder les pupilles et voir s'il y a des anomalies, des maux de tête inhabituels, soudains, très intenses, ou encore des problèmes d'équilibre, de coordination. C'est là qu'on voit l'importance de ne rien négliger. Mais tout à l'heure, vous parlez d'interaction avec d'autres fonctions vitales. Absolument, et ça c'est un point fondamental. Une détresse neurologique peut très bien, entraîner ou même masquer une détresse respiratoire ou circulatoire. Ah oui, comment ça ? Par exemple, un trouble de la conscience, ça peut compromettre la liberté des voies aériennes. La personne peut s'étouffer. C'est pourquoi l'outil essentiel, ça reste le bilan complet ABCDE. ABCDE, oui. Voilà, on évalue d'abord les voies aériennes, airway, puis la respiration, breathing, la circulation, ensuite seulement l'évaluation neurologique, disability, et enfin l'exposition pour protéger et chercher autre chose. Cet ordre est primordial, en fait. Exactement. Il garantit qu'on traite les menaces vitales immédiates avant de se focaliser sur le problème neurologique qu'on suspecte. D'accord, d'accord. Cette approche structurée est donc la base. Alors, concrètement, face à ces signes, quelle est la conduite à tenir générale une fois qu'on a fait les gestes d'urgence immédiats, si c'était nécessaire, bien sûr ? La méthode, c'est notre fil conducteur. D'abord, un bilan circonstanciel, rapide mais complet. Que s'est-il passé où ? Qu'est-ce qu'il y a autour ? Des indices. Le contexte. Le contexte, voilà. Ensuite, on déroule ce fameux bilan primaire ABCD pour chercher et corriger immédiatement toute détresse vitale. Puis, on installe la victime dans une position d'attente adaptée. Adapté, c'est-à-dire ? Ça dépend de son état. Souvent la PLS, la position latérale de sécurité, si elle est inconsciente et respire normalement. Mais c'est détaillé dans la fiche technique G23. L'important, c'est de savoir pourquoi on choisit cette position-là. Logique. Et après ? Après,
On administre de l'oxygène si les protocoles le demandent, hein, il faut se référer à la fiche M07. On protège la victime contre le froid, la chaleur, les intempéries. Et, très important si elle est consciente, on la rassure. Oui, le facteur humain. Notre propre calme peut vraiment aider la victime. Et on précise aussi que pour certaines situations plus spécifiques, comme des vomissements importants ou une perte de connaissance qui dure, il y a des conduites à tenir plus détaillées. Oui, tout à fait. Celles-là sont abordées ailleurs dans la formation, notamment dans les procédures 7.2 et le chapitre 7.3. Parfait. Alors si on devait résumer les points vraiment essentiels de cette première approche des troubles neurologiques. Alors, je dirais 3 choses clés à retenir. Premièrement, la grande diversité des causes possibles. Ça nous oblige à rester ouverts, à ne pas tirer de conclusions hâtives. D'accord. Deuxièmement, l'importance capitale de rechercher activement, systématiquement les signes généraux d'alerte qu'on a évoqués. Ne pas attendre qu'ils soient évidents. La vigilance. La vigilance, c'est ça. Et troisièmement, l'application rigoureuse de la conduite à tenir initiale, qui est vraiment structurée par les bilans ABCDE. C'est cette méthode qui permet de ne pas se laisser déborder et surtout de ne pas passer à côté d'une autre détresse vitale qui serait cachée. Et pour nos futurs collègues en formation, j'insiste là-dessus, ces situations neurologiques, vous allez en rencontrer très très souvent, dès les premières gardes, hein. La théorie, c'est indispensable, mais c'est la pratique qui fait la différence. Absolument. Relire attentivement la documentation SUAP, c'est nécessaire bien sûr, mais s'entraîner encore et encore à faire les bilans, à reconnaître les signes, à faire les gestes, c'est ça qui va vraiment ancrer les réflexes pour le terrain. L'entraînement régulier. Pour finir, peut-être une petite réflexion à laisser à nos auditeurs. Oui, une réflexion qui me vient souvent. Avec le vieillissement de la population, on sait que ces atteintes neurologiques vont être de plus en plus fréquentes. La question c'est, comment est-ce qu'on pourrait, à l'avenir, améliorer encore la prise en charge? Peut-être en développant notre capacité à anticiper, à reconnaître des signes avant-coureurs, parfois très discrets, encore plus tôt. Une sorte de détection précoce préhospitalière. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est un vrai défi, je pense, pour l'organisation des secours de demain. Une piste de réflexion, en tout cas. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.